Bonsoir à tous, c'est Sahaf Torkom. Je suis ravie de vous retrouver en direct sur Al24 News pour un nouveau numéro de Ramadan Prime. Ce soir, nous reviendrons sur plusieurs sujets qui font l'actualité. Entre diplomatie, innovation et tensions géopolitiques, l'Algérie multiplie les initiatives, qu'il s'agisse d'ouvrir ses portes, ses représentations diplomatiques aux étudiants pour l'iftar du Ramadan, d'encourager l'entrepreneuriat à travers la nouvelle édition d'Algeria Startup Challenge. Dans le même temps, les tensions au Moyen-Orient et les perturbations autour du détroit d'Ormuz ravivent les inquiétudes sur l'approvisionnement énergétique mondial de la flambée des prix du pétrole et du gaz. Et puis, nous parlerons aussi culture et création avec l'essor des dramas algériens, leurs défis et leurs perspectives d'exportation. Analyse, décryptage, regard croisé avec nos invités. Ramadan Prime, c'est maintenant. Et pour décrypter ces enjeux et nous accompagner ce soir dans cette première partie de l'émission, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau vos chroniqueurs. Tinhinan Makassi, bonsoir et Sahaf Torek. Bonsoir Iman, bonsoir à mes co-chroniqueurs, bonsoir à notre invité, Sahaf Torkom, à vous tous ici sur le plateau et à nos téléspectateurs. Également avec nous, Hajar Sbata, bonsoir Sahaf Torek. Bonsoir Iman, Sahaf Torek, bonsoir à notre invité, à mes co-chroniqueurs, à tous ceux qui nous regardent, Sahaf Torkom. Rami Zemouchi est également avec nous ce soir. Bonsoir Rami. Bonsoir Iman, Sahaf Torek à Tinhinan et à Hajar et à notre invité et à tous ceux et celles qui nous regardent ce soir. Et à leur côté, ce soir, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous le journaliste qui est spécialisé dans les questions énergétiques, Monsieur Salah Simani. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie, merci pour l'invitation. Comme ça. Alors avant d'entrer dans le cœur de notre discussion, place tout de suite à un premier regard sur l'actualité et les plus grandes dynamiques qui marquent ces débuts d'émission. Avant d'entrer dans le cœur de notre discussion énergétique, jetons un petit regard sur l'actualité locale. À l'heure où le mois sacré du Ramadan rassemble les familles et les communautés, les représentations diplomatiques algériennes ont décidé d'ouvrir leurs portes aux étudiants pour un iftar collectif et convivial, une initiative qui illustre l'attachement de l'Algérie à ses jeunes à l'étranger et surtout à la promotion de ses valeurs culturelles et spirituelles. Je me retourne vers vous, Rami Zemouchi, vous qui avez partagé avec nos compatriotes de la communauté nationale à l'étranger un iftar collectif, des initiatives grandement appréciées par les Algériens à l'étranger. Racontez-nous un peu l'ambiance qui règne et l'importance d'un tel événement dans la consolidation des liens entre les Algériens. Alors totalement, c'est une habitude que organise les consulats d'Algérie dans plusieurs pays, notamment en France, qui organisent des iftars dans lesquels ils invitent les associations d'étudiants algériens en France et les étudiants en général dans les consulats, le consulat général de Paris d'Algérie à Paris de Nation, celui de Bobigny, celui de Créteil, où c'est une occasion dans laquelle se retrouvent plusieurs étudiants qui se connaissent ou qui ne se connaissent pas, qui partagent ensemble un iftar en présence des cadres du consulat et de l'ambassade. Moi j'ai eu la chance il y a 2 semaines d'assister à celui qui a été organisé à notre consulat général à Paris en compagnie de notre chargé d'affaires de l'ambassade d'Algérie à Paris, des consuls, des coordinateurs du consulat. Et ça a été un échange très agréable où les étudiants et les cadres de l'ambassade ont eu la chance d'avoir un iftar ensemble, qui est une excellente habitude. Et c'est très bien que ça s'est organisé pratiquement tous les week-ends, donc les samedis et les dimanches, dans pratiquement toutes les représentations diplomatiques en France, en Italie, en Espagne et un peu partout dans le monde. Donc ça permet de consolider les liens entre les étrangers, les Algériens vivant à l'étranger. Totalement, parce que parfois, quand on est seul, étudiant, ou quand on travaille, ou on est un jeune actif à l'étranger, on a du mal parfois à se retrouver, notamment avec les amis, ou surtout loin de la famille. C'est une occasion de retrouver tout le monde dans un seul lieu, dans lequel on mange algérien, on échange avec des Algériens un peu partout du pays, qui sont présents dans ces villes-là, des villes qui concentrent une grande
communauté algérienne, hein, à Paris, à Créteil, à Bobigny, à Barcelone aussi, à Rome et tout. Et donc ça, c'est une excellente occasion pour se retrouver et pour sentir un petit peu comme on dit, Ramadan, ensemble et partager un iftar pendant le week-end qui va être vraiment, ça aide un peu à avoir plus de... se sentir un peu moins seul. Voilà, se sentir un peu moins seul, surtout qu'à l'étranger, c'est un peu le sentiment un peu qui est délicat, partagé. Oui. Alors nous allons parler innovation et entrepreneuriat. Donc la 8e édition de l'Algeria Startup Challenge s'apprête à être lancée, promettant une nouvelle vague d'idées et de projets porteurs pour l'économie algérienne. Ce concours, qui réunit des jeunes entrepreneurs, des startups innovantes et des investisseurs, vise à encourager la créativité, soutenir le développement de solutions technologiques et renforcer l'écosystème entrepreneurial de l'Algérie. C'est aussi l'occasion de découvrir de nouvelles initiatives qui pourraient transformer des idées prometteuses en entreprises viables et compétitives à l'échelle nationale et internationale. Pourquoi pas? Ramiz Mouchi, je me tourne encore une nouvelle fois vers vous. Pouvez-vous nous dire un peu plus, vous qui êtes dans le domaine de l'entrepreneuriat, pouvez-vous nous parler un peu plus de ces nouveautés de cette édition et surtout des projets les plus prometteurs à suivre? Alors, ce sont des programmes qui, justement, comme vous venez de le dire, qui ont des participants, des startups, des étudiants ou pas, hein, qui sont dans des domaines très intéressants, dans la fintech, dans la edtech, dans la healthtech, dans la greentech surtout, et qui regroupent ces entreprises-là, qui sont à la fois des partenaires de ces programmes-là. Il y en a d'ailleurs plusieurs programmes du genre, qui sont là surtout pour avoir ce qu'on appelle les contrats de Open Innovation, qui est une excellente opportunité pour les startups d'avoir accès à des problématiques ou des problèmes entreprises réels et de les traiter. Et ceci aide les entreprises à avoir des avantages fiscaux quand elles délèguent ce genre de projet à des startups. Et ça donne aussi à ces startups-là, à ces jeunes, une occasion de travailler sur des problématiques réelles et qui peuvent avoir un impact réel. Donc ce genre de programme donne la chance aux startups d'avoir une idée sur ce qui se passe réellement et aux entreprises de se rapprocher du monde des startups et de voir un peu à quoi ces jeunes-là ils peuvent faire et à quel genre de défis ils sont le plus adaptés et quelles technologies ils utilisent pour régler des problèmes qui existent chez elles. Parfait. Alors, merci Ramiz Mouchi. Et avant de plonger dans nos dossiers économiques, un regard sur l'actualité internationale s'impose. Plus d'un demi-million de personnes ont été déplacées par les frappes de l'armée sioniste sur le Liban, alors que le pays est en proie à d'intenses bombardements sionistes depuis le début du mois. Le pays fait face à une crise humanitaire suite au déplacement massif de la population. Je vous propose un sujet signé Amazienne Zitouni. Ici, sur la place des Martyrs au centre de Beyrouth, s'abritent beaucoup de déplacés libanais sous des tentes de fortune. Depuis début mars, les frappes sionistes massives sur le Liban se poursuivent, faisant au moins 826 morts et plus de 830 000 déplacés. Des familles terrorisées qui n'ont eu que quelques minutes pour fuir sous les menaces de bombardements sionistes. Beaucoup de ces nouveaux sans-abri ressentent l'abandon, à l'image de ce père de 6 enfants. Personne, ni le gouvernement, ni les Nations Unies, personne, absolument personne n'aide. Tout le monde regarde, tout le monde prépare la suite. Leur seul objectif maintenant, c'est que ferons-nous si nous éliminons le Hezbollah? C'est à ça qu'ils pensent, ils ne pensent pas au peuple. 15 mois et voilà cette tension palpable. Ils n'ont rien pu faire pour l'arrêter. C'était des assassinats, des attaques. L'entité sioniste commet des assassinats. Et nous, qu'avons-nous fait? Rien. Les Libanais ont traversé une multitude de crises et de secousses. De l'explosion du port à la crise financière et bancaire, en passant par la guerre de l'automne en 2024. Et à chaque fois, ils tentaient de se reconstruire et regarder vers l'avenir. Mais certains ont même perdu confiance en ce qui est des instances internationales. Les Nations Unies ne servent à rien. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, le chef des Nations Unies reçoit 100 000 $ pour condamner. Il ne peut rien faire, car je vous le répète, ce qui doit arriver, arrivera. Une guerre de trop pour beaucoup de Libanais qui a provoqué une crise humanitaire dans le pays du Cèdre. Malgré l'épuisement et la colère, le peuple fait preuve d'une grande résilience.
Les Nations Unies sont très actives au Liban aux côtés de l'État libanais, du président de la République, que Dieu lui accorde une longue vie, et du Premier ministre afin de mettre fin à la guerre et aux pressions. Les Nations Unies exercent une grande influence au Liban et à l'étranger, notamment aux États-Unis et partout ailleurs. Nous sommes, si Dieu le veut, solidaires de l'État. Nous soutiendrons toutes ces décisions. Alors que le Liban redoute une invasion sioniste terrestre, la crise humanitaire s'intensifie. Le pays est sous pression entre front militaire et urgence civile. Alors, je rappelle que c'était un sujet signé Amel Zitouni. Alors, on réitère justement que l'Algérie a réaffirmé sa solidarité avec le Liban, récemment visé par cette agression sioniste. Un soutien qui se manifeste à la fois par des messages diplomatiques, en l'occurrence les appels téléphoniques, les derniers appels entre le président algérien Abdelmadjid Tebboune et le président libanais. Donc, un soutien qui manifeste des initiatives concrètes pour aider le pays à traverser cette période difficile, une situation qui souligne une fois de plus l'importance de la stabilité régionale au Moyen-Orient et le rôle des nations dans la protection des populations face aux violences et aux crises. Monsieur Slimani, je me retourne vers vous. Quel est le rôle de l'Algérie dans la région et les liens diplomatiques qui l'unissent au Liban? Bon, disons, un peu pour le Liban, quand même, c'est un pays, disons, dont les relations sont excellentes avec nous. L'Algérie a été toujours, soutient toujours le Liban, surtout si on parle, par exemple, par rapport aux crises précédentes. L'Algérie, peut-être, c'est l'un des pays qui a été vraiment au chevet du Liban par rapport par exemple, à l'alimentation, aux fournitures énergétiques. On a été la première crise au Liban. L'Algérie a tout de suite ordonné pour alimenter en gaz naturel le Liban pour justement essayer d'aider au dénouement de la crise. Sur le plan diplomatique aussi, à chaque fois, de par le passé, la crise du Liban, le Liban a été toujours objet de crise et vu son emplacement géographique, et l'Algérie a été toujours venue en aide au Liban. Nina Makassi, vous vouliez rebondir sur le sujet? Exactement. En fait, l'Algérie, quand elle est solidaire avec le Liban, elle est dans son rôle naturel. Parce qu'il y a déjà le fait qu'on est dans une région où les pays sont arabes, où les pays appartiennent à la Ligue arabe, où les pays s'inscrivent dans une tradition culturelle et ancestrale qui est très proche de celle de l'Algérie. Il y a la Méditerranée, on partage aussi le Liban qui est un pays méditerranéen, donc on partage aussi cette culture méditerranéenne. Et il y a surtout la culture de la diplomatie algérienne qui est la solidarité avec les peuples et puis le respect du droit international. Malheureusement, aujourd'hui, le Liban se retrouve au étau de l'entité sioniste et on a presque l'impression qu'après la Palestine, c'est au tour du Liban de servir de champ de bataille à l'entité sioniste et pour ses objectifs. Donc quand il y a un pays comme l'Algérie, même que le soutien de l'Algérie, il a même été dans le cinéma. On se rappelle tous, j'ai oublié le titre du film là tout de suite, mais on se rappelle tous de la guerre civile libanaise où il y a eu... Nahla, exactement, où le film Nahla retrace l'histoire du Liban par l'histoire de cette chanteuse et par l'histoire de cette femme qui va perdre sa voix. Et ça résume cette empathie qu'a l'Algérie aujourd'hui dans le cadre des relations qu'on a avec l'ensemble des pays arabes, mais aussi avec les pays de la région, nos pays limitrophes. Quand le Liban il souffre, il ne faut pas oublier que c'est quand même une civilisation qui est en train d'être effacée, c'est une civilisation qui est en train d'être exterminée, et c'est un peuple qui est aujourd'hui face à ces contradictions internes parce qu'il y a les problèmes communautaires, donc il fait face à ces contradictions internes, et tout ça dans l'étau de deux puissances qui sont l'entité d'une puissance coloniale et d'une puissance occidentale qui veut anéantir cette région. Donc quand il y a une puissance comme l'Algérie qui réaffirme son soutien au Liban, qui affirme, c'est presque un message d'espoir et j'ai pas envie de dire de solidarité, mais c'est la justice en fait qui parle quand l'Algérie soutient le Liban face à cette ultime crise malheureusement.
Alors, merci Yatin Hinan pour votre commentaire. Nous allons passer à la deuxième partie de l'émission. Donc, nous allons poursuivre nos analyses et revenir sur l'actualité internationale. Pour cette seconde partie de l'émission, nous allons passer à l'actualité économique et énergétique. Dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient, plusieurs infrastructures pétrolières ont été ciblées et les blocages du détroit d'Ormuz perturbent près de 20% de l'approvisionnement mondial en hydrocarbures. Résultat, une hausse des prix du gaz et du pétrole qui pèse sur les marchés et sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Au Maroc, par exemple, les automobilistes voient rouge. À partir de ce 16 mars, les prix du carburant affichent une hausse qui oscille entre 1,44 et 2 dirhams. Ce nouveau révèlement intervient à peine quelques jours après un premier ajustement haussier observé au début du mois. Cette flambée des prix qui résulte en apparence à la guerre au Moyen-Orient est selon les experts due en premier lieu aux faibles capacités de stockage du pays, un sujet signé Souhila Akilel. Peu avant minuit, lundi, les stations-service du Maroc ont été prises d'assaut. Ce rush massif a été déclenché par l'annonce d'une hausse brutale des prix. Le gasoil a bondi de 2 dirhams, passant de 10,80 à 12,80 dirhams le litre, alors que l'essence progresse de 1,44 dirhams pour passer de 12,49 à 13,93 dirhams le litre. Pour des citoyens déjà éprouvés par l'inflation, cette nouvelle augmentation ne passe pas. La colère a d'ailleurs éclaté plus vite que prévu. Venus pour un ultime plein à l'ancien tarif, de nombreux automobilistes ont découvert avec amertume que les prix avaient été actualisés avant l'heure, provoquant instantanément de vives tensions sur place. Le gouvernement a décidé que l'augmentation des prix entrerait en vigueur à minuit. Pourquoi cette station de service a augmenté ses prix à 23 heures? Il profite de la situation. Le gouvernement leur a demandé d'augmenter les prix à partir de minuit. Mais eux, ils commençaient à le faire à partir de 22h30, 23h. On ne sait pas qui gouverne ces gens. Si cette augmentation des prix du carburant est justifiée au Maroc par la perturbation des marchés énergétiques en raison des tensions au Moyen-Orient et la fermeture du détroit d'Ormuz, l'expert financier marocain Zakaria Ghartia livre sa propre théorie sur la question. Selon lui, si le Maroc demeure vulnérable au choc pétrolier, c'est en premier lieu à cause de ses faibles réserves énergétiques qui ne couvrent qu'un maximum de 30 jours, soit moins de la moitié du minimum légal. La crise iranienne et la hausse potentielle des prix des hydrocarbures n'ont donc pas créé le vide, mais l'ont juste rendu possible. Ce qui nous rend vulnérables au changement des prix de l'énergie est que le stockage des hydrocarbures ne dépasse pas les 20 à 30 jours de la consommation nationale. Ceci est inacceptable car il y a une loi que personne ne respecte et qui stipule qu'il doit y avoir une réserve d'au moins 60 jours. Si nous avions assez de réserves, on aurait eu un pouvoir de résilience pour faire face à ces changements, chose que nous n'avons pas aujourd'hui car l'infrastructure de stockage est très faible. Au Maroc, cette nouvelle hausse des prix du carburant ravive les inquiétudes concernant son impact sur le pouvoir d'achat des ménages et sur les coûts du transport. Des questions se posent également sur la capacité du pays à amortir les chocs énergétiques. Voilà, c'était un sujet signé Souhila Akilel. Monsieur Slimani, avant d'entrer dans les chiffres, pouvez-vous nous expliquer brièvement comment ces attaques et tensions s'inscrivent dans le contexte plus large de guerre au Moyen-Orient et quelles conséquences elles font peser sur la stabilité régionale? Oui, effectivement. Bon, quand même, c'est des installations très importantes qui ont été ciblées. Au départ, personne, ne prévoyait ou bien il n'y avait pas... au départ... Enfin, les États-Unis et l'État d'Israël visaient justement de frapper uniquement l'Iran, mais personne ne s'attendait à ce que l'Iran riposte
en ciblant aussi des installations en représailles donc, à l'Iran. On cite par exemple, vous avez la raffinerie de Aramco en Arabie Saoudite. C'est une raffinerie géante de 550 000, donc qui traite 550 000 barils par jour. C'est à peu près un et demi notre raffinerie de Skikda. Elle est très importante. Vous avez aussi le port de Fujairah aux Émirats arabes, donc, qui est aussi un port très important. Et tout ça donc, participe à amplifier un peu cette crise énergétique. Et on s'attend à ce que... Donc il y a d'autres aussi des installations moins importantes, mais je dirais que c'est vraiment, disons que ces frappes-là vont augmenter, vont exacerber un peu la crise énergétique dans les jours qui suivent. Voilà. Mais concrètement, quelles répercussions cette situation a-t-elle sur l'économie mondiale d'un côté, mais sur le quotidien des consommateurs, notamment en Europe? Oui, bien sûr. Bon, là on est en train d'assister à un renchérissement des prix à la pompe. Donc c'est des augmentations très très importantes. Il y a aussi donc c'est des budgets de l'État qui se voient alourdis. Aussi, disons que les Européens qui dépendent donc pratiquement entièrement de l'extérieur par rapport aux ressources énergétiques, c'est un peu le continent qui va un peu subir cette crise-là. Et on peut s'attendre aussi à une récession. Les gens parlent maintenant de récession qui est en train de montrer son nez. Et parce que là, quand on parle d'énergie, c'est une boule de neige. Donc c'est transversal, c'est horizontal, ça touche tous les secteurs d'activité, donc l'industrie, donc tout le monde est ciblé. Et le continent européen, de par donc sa dépendance, va vraiment avoir vraiment beaucoup de mal à s'en sortir donc, par rapport à cette crise. Mais justement, avec la hausse du prix de l'essence et du kérosène, ainsi que du gaz de près de 50%, oui. Les stockages en situation critique, comment ces hausses vont-elles justement se répercuter sur les consommateurs et les entreprises à court et à moyen terme? Voilà, par rapport au gaz, c'est quand même c'est une autre paire de manches. Donc, quand on parle de pétrole, le pétrole, on peut le stocker. Vous savez, donc, le pétrole, ça stocke, mais le gaz, c'est à flux tendu. Le gaz, quand même, c'est une ressource qui ne se stocke pas. Donc, elle est transformée en GNL et vendue donc, sur le marché donc spot ou bien sur les marchés beaucoup plus demandeurs comme l'Asie. Mais sinon, pour le reste, des gazoducs, donc il ne se stocke pas. C'est à flux tendu, donc directement du puits au terminal, donc il est mis en vente. Et les prix, justement, le gaz, comme c'est une ressource quand même propre et elle est trop demandée, on est en train d'assister, comme vous l'avez souligné, à 50% d'augmentation. Disons qu'actuellement, avec ce qui se passe, mais bon, on bascule par rapport au pétrole. Le pétrole, c'est vrai qu'actuellement, les stocks aux États-Unis, dans des pays donc, au Japon, ils sont en train de consommer directement, de puiser dans leur stock. Et quand on puise dans le stock, ça veut dire qu'on est vraiment, en pleine crise. Parce que généralement, les stocks, disons, on n'y touche pas. Donc, mais là, voilà, tout le monde est en train de puiser dedans. Et voilà, et on ne sait pas maintenant comment ça va évoluer. Donc, la crise apparemment est appelée à durer. Voilà, et les prix les prix vont augmenter encore davantage. Voilà. Et justement, l'Union européenne projette de réactiver un plafonnement des prix du gaz. Selon vous, ces mesures peuvent-elles réellement limiter les effets sur cette crise énergétique sur les citoyens et l'économie européenne? Bon, un plafonnement, je dirais quand même c'est très difficile de plafonner une ressource énergétique comme le gaz. Je ne pense pas que ce sera vraiment possible, mais il y a un souci majeur, c'est un souci de quantité. Donc les quantités se font rares. Donc le Qatar qui est le fournisseur, le premier fournisseur donc en Europe et la Russie aussi. Donc la Russie avec la crise actuelle, avec la guerre en Ukraine et tout. Bon, il y a deux pays. Vous avez la Russie, vous avez l'Algérie au sud. Vous avez le Norvège, mais les quantités, il faut vraiment que... D'ailleurs, on est en train d'assister que les relations, peut-être la Russie va revenir sur scène,
Et c'est elle, disons, parce que c'est elle qui a le plus de quantité à vendre. Mais il y a des infrastructures qui ont été déjà ciblées. Il ne faut pas oublier le midstream donc, qui a été frappé en pôle Nord et tout. Donc tout ça, la Russie va revenir sur la scène. Les Européens vont laisser tout de côté. Et l'Algérie aussi va être sollicitée, certainement, pour justement vendre plus de quantité. Donc certainement, c'est le scénario qui se profile actuellement. Très bien. On reviendra sur le sujet juste après une petite pause. On revient juste après. Rebonsoir à tous si vous venez de nous rejoindre pour cette deuxième partie de Ramadan Prime où nous parlions du volet économique de la guerre au Moyen-Orient. Donc Monsieur Slimani, juste avant la pause, nous parlions justement du rôle de l'Algérie dans cette guerre. Et pouvez-vous nous parler un peu du GNL par exemple? Oui, disons que vous savez que l'Algérie comme le hasard a fait que de par les installations qu'elle a, de par les gazoducs qui la relient donc, au vieux continent, l'Algérie, donc dans le passé, c'est la Russie, l'Algérie, le Norvège. Après la guerre, donc c'est devenu l'Algérie qui a été vraiment sollicitée et a répondu toujours de façon donc, présente, a augmenté ses livraisons, que ce soit donc, via le GNL ou bien le gaz naturel. C'est un partenaire de la vie même, de l'aveu même, donc des Européens, qui est toujours un partenaire très fiable et qui n'a jamais eu de problème par rapport à nos livraisons. Et actuellement, l'Algérie aussi, certainement, il y a beaucoup parce que si on parle de l'Algérie, parce que c'est en matière de coût, du fait que l'Algérie est très proche. Donc, premièrement, ça coûte donc moins cher pour les Européens. Vous avez actuellement le GNL américain qui est très, très, très cher. Donc, et là, l'Algérie, économiquement parlant, c'est la destination la plus intéressante pour les Européens. Et si on parle du GNL, après donc entre guillemets la défection du Qatar à cause donc du ciblage des installations, là, c'est quand même des quantités énormes qui sont retirées du marché. Certainement, l'Algérie ne pourra pas répondre de façon remplir un peu tout l'espace, mais elle peut actuellement, et je pense que Sonatrach y pense certainement, il y a beaucoup de quantités qui vont être transformées en GNL pour les vendre sur le marché spot et profiter justement du marché, parce que le prix actuellement il a augmenté. À partir de là, je dirais que l'Algérie est bien placée. Pourvu qu'on ait, les quantités aussi suffisantes pour approvisionner le marché européen et d'autres demandes qui peuvent arriver. Voilà. Est-ce que le prix du gaz, selon vous, va augmenter de plus en plus, va continuer d'augmenter? Disons actuellement, la période actuelle, généralement, d'habitude, c'est en hiver que la demande elle est énorme du point de vue froid et tout. Oui. Donc actuellement, c'est vrai qu'avec la crise actuelle, on assiste on met beaucoup de lumière sur. On parle beaucoup du pétrole, mais on oublie le gaz, alors que le gaz aussi. Donc il est indexé sur le prix du pétrole, il est en train d'augmenter. Certainement, si la crise perdure, si on ne trouve pas une solution diplomatique rapidement, certainement on va toucher des records. On va arriver à des records en matière de prix. Donc ça, c'est clair. Et justement, on va revenir aux frappes américano-sionistes sur l'île iranienne de Khark et le blocage du détroit d'Ormuz qui perturbe une grande partie de l'approvisionnement mondial. Quels risques ces événements font-ils peser sur la sécurité énergétique et la stabilité des marchés? Oui, le détroit d'Ormuz, c'est 20% du trafic pétrolier, trafic maritime pétrolier. Donc 20%, c'est énorme. Et c'est aussi, c'est un peu la porte vers le plus grand marché demandeur, c'est l'Asie. Donc l'Asie, vous avez le Japon, la Corée du Sud, donc la Chine.
C'est quand même c'est la plus grande demande qui émane de ces pays-là. Et si le détroit d'Ormuz reste fermé, on parle déjà de centaines de bateaux qui sont en rade, en dehors des deux côtés de ce détroit. Et les répercussions sont énormes, sont vraiment catastrophiques pour ces pays-là. On entend que le Japon est en train de puiser dans ses stocks. Donc il y a aussi la Corée du Sud aussi qui elle est touchée, la Chine. Voilà, donc là c'est vraiment très critique. Et tout le monde actuellement, on essaye de dénouer cette crise-là. Et je pense qu'on peut s'attendre à des décisions ou bien des interventions pour justement mettre fin à cette crise-là, parce qu'elle peut pas, c'est intenable. Donc c'est vraiment intenable comme crise. Donc elle touche quand même l'usine du monde qui est la Chine. Donc, et si le détroit d'Ormuz reste fermé pour une longue durée, quelles seraient les conséquences? Là, c'est vraiment, on peut parler carrément de récession. Et même dans le cas où il sera ouvert, vous savez, les installations pétrolières et gazières demandent énormément de temps pour qu'elles soient opérationnelles. Et on peut dire que dorénavant, que vraiment, il faut à moyen terme, peut-être quelques années, pour que le marché redevienne ce qu'il était. Donc, le prix du gaz et du pétrole resteront élevés suite à cette situation, selon vous? Oui, actuellement, parce que actuellement on ne peut pas dire autrement. C'est que les prix vont, et le marché est sous tension. C'est une tension et le pétrole et le gaz, quand même, on ne peut pas s'en passer actuellement, vu que c'est les deux énergies qui sont toujours commercialisées. Et on peut dire que oui, on peut s'attendre, on peut dire facilement que les prix vont au moins rester à hauteur de $100 et plus. Tinine El Makassi, quels seraient selon vous les scénarios possibles? Alors déjà, pour rebondir sur ce que vous dites, il faut savoir que l'Agence internationale de l'énergie, elle a déjà débloqué 400 milliards de barils de ses stocks pour essayer d'apaiser un peu les marchés. Parce que aujourd'hui, est-ce que ça va suffire justement? Si la crise, elle est à long terme, parce que c'est ça aussi le calcul de pyromane finalement. Parce qu'on a deux agresseurs qui ont agressé un État, mais cet État-là, il s'est très bien préparé. L'Iran, on ne s'attendait pas à un tel degré de préparation de la part de l'Iran. L'Iran, aujourd'hui, au cours de ces dernières 24 heures, elle a annoncé une augmentation du salaire minimum des citoyens, elle a annoncé des aides pour les citoyens, l'État iranien a annoncé énormément d'aides pour pouvoir pallier à ce besoin que tous les peuples finalement, en particulier en Occident, vont avoir, auxquels ils devront faire face. Les scénarios qui sont possibles aujourd'hui, déjà, il faut qu'on se dise qu'aujourd'hui, sur les marchés du pétrole, du gaz, de l'énergie, on est dépendant de l'offre et de la demande, mais on est surtout dépendant de la spéculation. Et aujourd'hui, ça remet en cause l'ensemble des accords les accords commerciaux qui fonctionnent, sur lesquels le monde est en train de fonctionner, ça remet en cause. Parce que quand il y a l'offre et la demande, quand il y a les accords de Bretton Woods, quand il y a le SWIFT, quand il y a le dollar, etc. Donc ça remet en cause tous ces systèmes-là. Et c'est ça qui est intéressant dans ce conflit économique. Tant qu'il n'y a pas de solution, parce que quand on attaque l'Iran, bien évidemment, on attaque la Chine. La Chine qui est aujourd'hui une puissance par ricochet. C'est une guerre de puissance. C'est une guerre de puissance qui sont en train de s'affronter. La Chine n'est pas dans le conflit de façon visible comme les États-Unis, mais on sait que c'est ses intérêts qui sont directement dans le viseur des Américains. Donc aujourd'hui, si les scénarios qui sont possibles, on peut arriver à des scénarios où les puissances médianes peuvent arriver à des échanges sans le dollar. On peut arriver à ce que l'Iran tolère le passage de navires qui ne sont pas américains, qui ne sont pas en intérêt direct avec l'entité sioniste. On peut s'attendre aussi à ce qu'il y ait d'autres passages qui s'ouvrent. La Chine se prépare depuis très longtemps. La Chine est en train de préparer ses nouvelles routes de la soie. Les nouvelles routes de la soie qui concernent directement la Corne de l'Afrique et l'Afrique. Donc on peut s'attendre aussi à avoir d'autres ouvertures. Pas tout de suite, bien évidemment, mais
à long terme, si le conflit perdure, mais même s'il ne perdure, il ne ça perturbe reste pas, ça reste une des option. options qui sont mises sur la table. Aujourd'hui, ce conflit, ce qu'il met sur la table, c'est le fonctionnement économique, le fonctionnement politique, le fonctionnement géopolitique du monde doit être réfléchi une nouvelle fois. Monsieur Slimani, qu'en est-il du recours au pétrole russe? Oui, et d'ailleurs, ce qui a vraiment été inattendu, c'est que les États-Unis ont demandé à ce que les sanctions soient levées pour justement que la Russie soit, donc pour que les pays s'alimentent du pétrole russe. Qui l'aurait cru? Donc c'est un peu, disons, c'est cette crise-là qui a permis ça, parce que c'est vraiment, comme je disais, c'est une crise vraiment intenable. Et je ne pense pas que comme les pays asiatiques vont tolérer que cette crise va durer. Parce que là, c'est... Mais quelles sont les alternatives? Les alternatives, il y a quand même, il y a que la situation diplomatique, et l'Iran. Moi, je pense que l'Iran sera le gagnant dans cette affaire, parce que là, c'est carrément, si lui, il s'est préparé, donc on va négocier avec lui justement pour l'arrêt. Ce sera une guerre d'usure alors. Ouais, donc c'est une guerre d'usure, c'est clair. Et c'est clair, et l'Iran va justement, et il est très conscient de ça. Quand même, c'est une région où l'Iran a une emprise totale sur les passages, donc sur le détroit d'Ormuz. Donc tout ça participe. Je dirais que on va finir par négocier avec l'Iran, et c'est la seule issue pour que ça pour que les tensions s'apaisent. Hajar Sabata, vous vouliez rebondir sur le sujet? Oui, dans le même contexte, donc par rapport au retour de la Russie sur la table de négociation, en plus en force, puisque avec la fermeture du détroit d'Ormuz, on retrouve Poutine, donc, qui vient se proposer et émis la volonté de vouloir proposer donc son pétrole à Donald Trump, et on voit très bien que donc la guerre joue carrément sur le contexte géopolitique dans lequel se passe cette guerre, puisqu'il revient en force avec en échange bien sûr enlever les sanctions qui ont été imposées lors de la guerre de l'Ukraine, et c'est une guerre vraiment d'intérêt, puisque bien sûr si Donald Trump avait aussi émis la possibilité de prendre ça comme solution. Donc de l'autre côté, l'Ukraine, où Zelensky va perdre toute possibilité de négociation devant Poutine, bien sûr, qui prend désormais une place très importante dans ces négociations. Donc l'Iran, de par la guerre, on voit qu'il s'impose vraiment, d'autant plus je suis un petit peu l'actualité bien sûr, donc il impose de payer même les pétroliers qui passent donc en yuan au lieu du dollar américain, et donc justement pour revenir à toutes ces négociations qui s'imposent par rapport à tout. On voit aujourd'hui que Donald Trump aussi revient à demander de l'aide à ses alliés pour justement forcer l'ouverture du détroit d'Ormuz, qui, on entend que les retours sont plutôt négatifs de par ses alliés, les plus fidèles, surtout comme l'Australie, le Royaume-Uni et tout ça. Donc, je pense que ça a vraiment joué sur le contexte géopolitique dans lequel se passe la guerre. Et voilà, donc, si ça persiste, on voit très bien que les États-Unis, où Donald Trump est en train de perdre un petit peu tous ses alliés et puis toute crédibilité, vu que les déclarations changent à chaque fois par rapport à ce qu'il peut avoir de ses alliés, ou de comment il peut s'imposer par rapport à l'Iran. Et Monsieur Slimani, je me tourne vers vous. On va parler un peu de l'alliance OPEP+, qui maintient la décision de suspendre les augmentations de production. Quelles pourraient être les conséquences? Oui, bon, l'OPEP, elle est dans son rôle. Moi, je pense que c'est, disons que l'OPEP est justement un peu le lieu où justement se décide. Donc c'est un peu, disons, le pompier un peu du marché. Il essaye toujours de protéger à la fois l'intérêt des consommateurs et des producteurs. Mais dans l'actuel, donc dans le cas actuel des choses, elle a une mission quand même très très difficile. Délicate, oui. L'OPEP va faire face quand même à un contexte nouveau. Et il y a aussi quand même des quantités énormes qui sont retirées du marché.
je ne vois pas comment donc disons la levée l'augmentation des capacités, parce que si vous avez des installations qui étaient ciblées, je ne vois pas comment donc on va produire plus. Les stockages, si on commence à puiser dans les stockages aussi, c'est pour chaque pays, donc c'est pour soi. Et vraiment, l'OPEP, on voit mal un peu quelle sera un peu, disons, sa décision. Si ce n'est, il y a même le consensus à l'intérieur de l'OPEP, parce que vous avez des pays comme donc les Émirats, vous avez les pays comme donc les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite et tout. Disons que les piliers de l'OPEP vont peut-être, c'est vrai qu'ils vont augmenter, ils vont décider d'augmenter pour essayer un peu de réguler, mais est-ce que ça sera suffisant? Voilà, on verra. Voilà. C'est très intéressant Allez-y, d'observer actuellement l'OPEP quand on sait que l'ensemble des pays n'ont pas les mêmes intérêts. Au sein de l'OPEP, il y a une grosse divergence aujourd'hui. Et c'est très intéressant, d'autant plus qu'il y a eu le Venezuela qui a déjà été fragilisé. Le Venezuela qui a quand même une des réserves, une des producteurs pétroliers les plus importants. Ouais. Il y a eu déjà cette première étape qui a été franchie. On sait que l'OPEP essaye, vous l'avez très bien dit, essaye toujours de protéger et le consommateur et le producteur et ses intérêts personnels. Mais quand on se retrouve face à des situations où la décision n'est que économique, l'OPEP, sa décision, elle n'est que économique. Et aussi longtemps qu'il n'y a pas eu de décision politique, l'OPEP finalement se retrouve comme un enfant orphelin. Comme un enfant orphelin avec d'un côté les intérêts personnels de chaque État et de l'autre des intérêts qui sont des intérêts hégémoniques et des intérêts politiques. Aussi longtemps qu'il n'y a pas eu de retour, au moins des prémices de retour sur la table des négociations, parce qu'on peut décider de la monter très facilement, peut-être au sein de l'OPEP. On va se dire, venez, on va essayer de répondre à cette demande et on va augmenter. Et si demain, il y a retour sur la table des négociations, qu'est-ce que cette décision implique pour les pays producteurs? Quelles sont les conséquences? Quelles seront les conséquences aussi d'une augmentation de la production? Le fait qu'il n'y ait pas de visibilité, le fait que ce soit une guerre d'usure rend les décisions économiques encore beaucoup plus difficiles. Vous avez des quantités énormes qui sont, je vous dirais, donc vous avez l'Iran, on parle de 4 millions de tonnes au plus, l'Irak aussi, donc c'est quand même des quantités qui seront difficiles à remplacer. On va pomper peut-être au maximum, mais le marché restera, disons, sous-alimenté. Surtout combien de temps ça va durer? D'autant plus que ce n'est pas des productions qui se font en 24 heures, qui se font en... Tout à fait, bon, le pétrole, c'est des marchés, disons, internes. Donc voilà, la question maintenant, je vois pas un peu l'OPEP comment va réagir, parce que, vous l'avez évoqué, c'est un peu un contexte nouveau et difficile. Et elle va décider certainement d'augmenter. Il n'y a pas de visibilité. Elle va décider d'augmenter mais jusqu'à quand? Mais jusqu'à, disons, le niveau va pas remplacer les quantités. Ce qui est intéressant aussi dans le cadre de ce conflit, c'est qu'on se retrouve, l'ensemble, et le politique, et le sécuritaire, et l'économique doivent se retrouver à prendre des décisions hâtives. Alors que d'habitude, ce n'est que le sécuritaire, ce n'est que sur le terrain de la guerre, sur le terrain de l'armée, quand il y a les batailles, les guerres sur le champ de bataille, sur les fronts, où les généraux et les militaires sont appelés à prendre des décisions hâtives et dans le tas. Le politique et l'économique sont appelés dans ce qui est appelé traditionnellement la guerre, à prendre des décisions dans le recul, soit avant, soit après, mais il y a du recul. Il y a toujours du recul pour les décisions économiques et les décisions politiques. Mais se retrouver dans cette nouvelle forme de guerre, parce que c'est pas une guerre conventionnelle pour l'instant, il n'y a pas eu de soldats sur le terrain. C'est une guerre qui est en train de se passer par des moyens maritimes et des moyens de l'aviation. Donc se retrouver dans l'obligation de réfléchir très vite aussi est nouveau et aussi très, très intéressant à observer. Monsieur Simani, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, oui, je dirais que voilà, la situation, donc il n'y a vraiment pas disons, une issue prévisible. Parce que si on ne règle pas la question actuellement du point de vue diplomatique, l'Iran, je pense, s'il y a des intermédiaires, disons plus ou moins, et je pense il y aura une pression énorme du marché qui pousserait peut-être tout le monde à s'attabler pour parler parce que là, je répète et je dis que la crise ne peut pas être vraiment supportable.
D'autant plus que même sur le terrain de la guerre, on aura besoin du pétrole et du gaz pour continuer à sûr. faire la guerre. Et peut-être C'est ça aussi qui est intéressant. Peut-être que les énergies renouvelables seraient Oui, mais bon, les énergies renouvelables, enfin, ce que cette guerre a démontré, le fait qu'on est en train quand même, la dépendance aux énergies fossiles, elle est toujours, donc elle est très très importante. Oui, mais peut-être une alternative justement. Justement, l'alternative, parce que quand on parle du solaire, il y a eu énormément de retard. Vous avez en Europe déjà, donc il y a que l'Allemagne qui est un peu avancée, mais sinon en termes de vraiment de, ça reste à l'état embryonnaire. Ça ne peut pas remplacer les énergies fossiles. On parle même du charbon actuellement, il y a des pays qui reviennent justement, qui sont en train d'utiliser le charbon. Et ce retard-là, voilà, les gens le payent actuellement parce que, disons, l'énergie verte n'est pas encore arriver à un stade critique, donc pour s'en passer des énergies fossiles. Je pense que la dépendance aux énergies, ce qu'on appelle les énergies fossiles, va durer encore quelques décennies. Surtout pour le gaz. Surtout pour le gaz, même pour le pétrole, pour faire la guerre. On a besoin de fuel pour faire la guerre. Et le fuel, c'est le pétrole. Pour pouvoir déplacer les soldats, pour pouvoir déplacer les avions, pour pouvoir... On a besoin du pétrole pour faire la guerre. Donc, se dire que du jour au lendemain, on va arrêter du kérosène et du fuel pour faire la guerre, ça va être à très long terme. Mais aussi, il y a quelque chose qui est très intéressant dans ce dossier des énergies renouvelables. L'Europe et l'Occident en général, en particulier le vieux continent, l'Europe cherche depuis très longtemps à se désengager de sa dépendance, à se désengager de cette dépendance du tiers-monde en essayant de mettre en place des énergies vertes. Mais on voit que finalement, aujourd'hui, même dans le cadre des énergies vertes, la dépendance, elle sera vis-à-vis des pays du Sud. Le soleil, il est dans les pays du Sud. Les énergies en eau, elles sont dans les pays du Sud. L'eau, elle est dans les pays du Sud. C'est l'approche même. En fait, c'est pour ça que ça prend autant de temps. La preuve, pour un peu justement étayer, ou bien justement l'Allemagne, par exemple, les pays comme l'Allemagne, l'Italie et tout, misent énormément sur l'Algérie pour l'hydrogène vert. Donc, et là, ils sont vraiment sérieux. D'ailleurs, la Commission européenne met la main à la poche. Ils viennent avec leur financement. Ils demandent à l'Algérie que, justement, pour investir dans l'hydrogène vert qu'on présente comme une énergie justement qui comme l'énergie du futur, voilà, du futur. Et l'Algérie, elle est vraiment au devant. C'est un pays que, pour les Allemands en tout cas, pour la Commission européenne, c'est disons la première destination pour cette nouvelle énergie. Voilà, donc vraiment ils ont annoncé la dernière réunion qu'il y a eu à Alger. Donc on parle déjà il y a des projets pilotes et il y a aussi on parle d'investissement et de financement. L'Algérie a dit que oui, elle est prête mais voilà, venez investir. Voilà, donc ramenez vos fonds et le marché, on peut... Prête à accueillir les marchés. Justement, donc aujourd'hui, c'est même, on va revenir à la décision politique. C'est la décision politique de la domination qui doit aujourd'hui arrêter cette guerre. Même si on arrive à des énergies renouvelables, même si l'Europe parvient par la recherche, parvient à avoir encore une fois accès à nos énergies renouvelables, parce qu'encore une fois, c'est nous qui sommes producteurs, c'est les pays du Sud global qui sont producteurs. Aussi longtemps qu'il y a cette domination dans la consommation, dans la façon de faire des échanges internationaux, le problème se posera. Le problème se posera et avec les énergies fossiles et avec les énergies renouvelables. C'est pour ça que cette guerre, encore une fois, est intéressante. Ce que l'Iran dit aujourd'hui, l'Iran, quand elle refuse d'aller sur la table des négociations ou quand elle refuse aujourd'hui de négocier l'ensemble... D'un premier temps, l'Iran refusait de négocier sur son programme nucléaire et en même temps sur les échanges, sur les échanges et sur les sanctions qu'elle subit. Et ce problème-là, si on ne règle pas, si on ne va pas comme, encore une fois, on va citer l'Algérie, qui est un pays champion du gagnant-gagnant, de relations saines, de relations internationales saines, si on ne parvient pas à mettre en place des relations internationales saines, ce problème se posera éternellement, se posera de façon éternelle, parce que l'Europe, l'Occident en général, voit le Sud
global, comme si c'était sa chasse gardée, et il est en droit de puiser de ses ressources, qu'elles soient humaines, qu'elles soient fossiles, qu'elles soient renouvelables. C'est de la domination. Aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est la domination. On va revenir à l'Allemagne. Aujourd'hui, l'Allemagne, Trump a appelé l'ensemble des partenaires de l'OTAN à intervenir pour intervenir de façon, pas que dans les négociations, à intervenir de façon violente, de façon claire dans le détroit d'Ormuz. L'Allemagne répond par un non. Nous, on n'a rien à voir dans cette guerre. L'OTAN n'a rien à voir dans cette guerre. Parce que l'Allemagne, aujourd'hui, elle est en train de développer l'hydrogène vert, comme vous l'avez cité avec l'Algérie, mais elle est aussi en train d'avoir son projet de recherche nucléaire. Et c'est clair que si demain, les États-Unis ont dans leur viseur des pays comme l'Allemagne qui essayent de se réarmer, qui essayent de faire de mettre en place des programmes de nucléaire, ils savent qu'ils sont les prochains sur la liste. Donc ça aussi, c'est important dans le cadre de cette... Je pense que l'Algérie a tout à gagner pour peser justement, disons, pour tirer un peu son épingle du jeu de cette crise, pour justement... Donc maintenant, il y a, disons... tout le monde est sensibilisé de l'intérêt des énergies renouvelables et je pense qu'il y aura encore davantage d'enclins des pays d'investissement des pays européens qui certainement vont aller vite, vont venir et demander à ce que le basculement vers les énergies vertes soit rapide. Donc, et l'Algérie a tout à gagner dans tout ça. Donc, j'espère que, je pense qu'on est quand même on est prêt pour justement, on ne demande que ça d'ailleurs, que ce soit sur le premier tableau des énergies fossiles, le gaz, parce que le gaz c'est l'énergie de transition, parce que c'est grâce au gaz qu'on peut passer à autre chose. Et le gaz a aussi de beaux jours, on parle jusqu'à 2050, ça restera quand même une énergie très présente dans la consommation. Voilà, dans la consommation. Et en parallèle, il y a les énergies renouvelables. Voilà, donc il y aura certainement une accélération, pourvu que la guerre actuellement, pour revenir un peu à l'Iran, il est en train de jouer justement dans l'intérêt de l'Iran, c'est qu'il faut que cette crise va arriver vraiment à des seuils où tout le monde va venir vers lui pour négocier. C'est un peu le jeu sa survie. Et c'est quelqu'un qui est dans le coin. Pour lui, je pense qu'il va tenir justement au maximum. Parce qu'au maximum, jusqu'à ce que cette crise atteigne dans un non-retour, tout le monde, je pense, vont venir pour négocier. Pour négocier, bien sûr. Merci beaucoup, Monsieur Slimani, pour votre expertise économique. Restez avec nous, on revient juste après une courte pause.